Ils te disent qu'ils seront toujours là pour toi, jusqu'au jour où tu as réellement besoin d'eux. Ils affirment à quel point ils accordent de la valeur à l'honnêteté, juste avant de te mentir en face. Ils prétendent se soucier profondément de ta réussite, puis tu surprends ce léger éclat de satisfaction lorsqu'ils te voient en difficulté. Leurs mots semblent parfaits, bienveillants, sincères, mais leurs actions racontent une toute autre histoire. C'est cela qui t'épuise. Pas la trahison évidente, pas la tromperie dramatique, mais l'écart silencieux et constant entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Et parce que leurs mots paraissent si sincères, tu continues à leur faire confiance. Tu continues à investir ton énergie émotionnelle, à redonner des chances, jusqu'à ce que tu réalises enfin que tu as gaspillé des années avec des personnes dont les paroles n'étaient que performances, tandis que leurs actes révélaient la vérité depuis le début. Les stoïciens étaient des maîtres de l'observation. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait observer ce que les gens font, non ce qu'ils disent. Épictète enseignait que le caractère se révèle à travers les actions au fil du temps, pas par des mots soigneusement choisis lors de moments convenables. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 choses que les personnes inauthentiques disent constamment, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leurs mots servent à gérer ta perception pendant que leurs actions servent leurs propres intérêts. Ces phrases semblent attentionnées, soutenantes, sincères, mais lorsque tu apprends à les reconnaître en observant les comportements qui les accompagnent, tu vois le fossé. Et ce fossé te dit tout ce que tu dois savoir. Si tu veux développer ton discernement sans devenir cynique, abonne-toi. Construisons ensemble cette lucidité. Commençons. Phrase numéro 1. Je serai toujours là pour toi. Cela sonne comme un soutien inconditionnel, comme si tu avais trouvé quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sera présent lorsque la vie deviendra difficile. C'est l'une des choses les plus réconfortantes que quelqu'un puisse dire, une promesse de présence, de ne pas être seul, d'avoir un appui quand tu en as le plus besoin. Mais observe ce qui se passe quand tu as vraiment besoin d'eux. Quand c'est contraignant, quand cela demande du temps, de l'énergie ou un sacrifice réel. Soudain, ils sont occupés. Ils gèrent leurs propres problèmes. Ils deviennent indisponibles, précisément au moment où leurs paroles disaient qu'ils seraient là. Promettre ne coûte rien. Tenir parole coûte tout, et c'est à ce moment-là que tu découvres si les mots étaient réels ou simplement une mise en scène. Une femme que je connais avait une amie qui disait cela sans cesse. Chaque conversation se terminait par une phrase du type « Tu sais, je suis toujours là si tu as besoin de quoi que ce soit ». C'était rassurant. Puis, sa mère a été diagnostiquée d'une grave maladie. Elle avait besoin d'aide, des trajets vers les rendez-vous, quelqu'un à qui parler dans les moments difficiles, une présence pendant les semaines éprouvantes. Elle a appelé son amie. L'amie était compatissante au téléphone, mais jamais disponible pour aider réellement. Trop occupée par le travail, les obligations familiales, son propre stress. 3 mois de crise, et cette amie qui avait promis d'être toujours là est venue exactement 0 fois. Pendant ce temps, une simple connaissance, quelqu'un qu'elle connaissait à peine, qui n'avait jamais fait de grandes promesses, venait chaque semaine, la conduisait au rendez-vous, restait avec elle dans les salles d'attente. Elle n'annonçait pas son soutien. Elle le montrait. Épictète enseignait que le caractère se révèle à travers les actes, pas les déclarations. Il comprenait que tout le monde peut faire des promesses verbales lorsqu'elles ne coûtent rien. Mais la vérité du caractère d'une personne apparaît quand tenir parole demande un sacrifice. Les stoïciens valorisaient avant tout la cohérence entre les mots et les actes. Quand quelqu'un dit « je serai toujours là pour toi », Épictète dirait « Observe, sont-ils là quand c'est difficile? Quand cela leur coûte quelque chose? Quand tu les appelles à 2 heures du matin ou pendant leur semaine chargée? » Les actions prouvent le caractère. Les mots ne font que le jouer. La personne qui vient une seule fois sans rien dire est plus fiable que celle qui promet sans cesse mais disparaît quand on a besoin d'elle. Épictète savait que le véritable soutien n'a pas besoin de se vanter. Il se manifeste simplement quand c'est nécessaire. Les promesses creuses, au contraire, ont besoin d'être répétées constamment parce qu'elles manquent de substance. Ne les confronte pas à leurs promesses vides. Observe simplement. Note mentalement qui agit réellement dans les moments difficiles, pas qui parle le mieux. Fais confiance à la fiabilité démontrée dans le temps, pas aux promesses faites dans le confort. La prochaine fois que tu auras besoin d'aide, appelle la personne qui était là la dernière fois, pas celle qui promet le plus joliment. Mais la phrase suivante semble encore plus sincère, tout en étant une excuse parfaite pour la cruauté. Phrase numéro 2. Je suis brutalement honnête. Je dis simplement les choses comme elles sont. Remarque le mot qu'ils utilisent, brutal. Pas direct, pas honnête, brutal. Ils te disent exactement ce qu'ils vont faire, utiliser la vérité comme une arme. Et d'une certaine manière, ils se sont convaincus que cela fait d'eux des gens vertueux. Voici ce que cette phrase signifie réellement. Je vais dire des choses blessantes, et tu n'as pas le droit de t'y opposer, parce que j'ai déguisé ma cruauté en honnêteté. Observe comment cela se manifeste.
Ils critiqueront tes choix publiquement, pointeront tes défauts devant les autres, feront des remarques cinglantes sur ton apparence ou tes compétences. Et lorsque tu réagis, ils feignent la surprise. Quoi? Tu ne supportes pas la vérité? Tu es trop sensible? Ils ont installé un piège. Toute réaction fait de toi le problème, pas d'eux. Mais remarque ce qui manque toujours. Leur brutale honnêteté ne s'applique jamais à eux-mêmes. Tu ne les entendras jamais analyser brutalement leurs propres échecs, leurs insécurités ou leurs faiblesses. Leur honnêteté ne circule que dans un seul sens, vers les autres, et elle est toujours teintée d'une cruauté que la véritable franchise n'exige pas. Mon ancien voisin portait cette phrase comme une médaille. Lors des rassemblements de quartier, il annonçait la prise de poids d'un tel, critiquait l'éducation d'un autre devant ses enfants, ou disait à quelqu'un que sa carrière était médiocre. Et toujours, il terminait par la même défense. Je suis juste honnête. Je dis les choses comme elles sont. Mais son honnêteté était très sélective. Jamais un mot sur son problème d'alcool. Jamais une mention de son mariage en ruine. Jamais une reconnaissance de ses difficultés professionnelles. Sa brutale honnêteté s'appliquait à tout le monde, sauf à lui-même. Les gens ont fini par éviter les événements où il se rendait. Pas parce qu'ils ne supportaient pas la vérité, mais parce qu'ils avaient compris que son honnêteté n'avait rien à voir avec la vérité. C'était une façon de rabaisser les autres pour se sentir plus grand. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Remarque l'ordre, juste, puis vrai. Les stoïciens valorisaient l'honnêteté, mais ils comprenaient que la vérité sans bienveillance n'est pas sagesse, c'est de la cruauté déguisée en vertu. Marc savait que si ton honnêteté blesse constamment au lieu d'aider, tu n'es pas sincère, tu es égoïste. La véritable honnêteté cherche à élever. La brutalité cherche à dominer. Quand quelqu'un affirme être brutalement honnête, Marc demanderait « Cette vérité sert-elle autrui, ou sert-elle celui qui l'a dit ?» La réponse révèle tout. Quelqu'un qui utilise l'honnêteté comme une arme tout en s'exemptant lui-même de cette même exigence n'est pas authentique. Il se sert d'une vertu comme couverture pour justifier un comportement nuisible. Lorsqu'une personne déclare fièrement être brutalement honnête, ne discute pas. Observe simplement où cette honnêteté est dirigée. Si elle n'est jamais tournée vers elle-même et qu'elle rabaisse toujours les autres, tu n'as pas affaire à de l'authenticité, mais à de la cruauté qui a trouvé un déguisement socialement acceptable. Si tu as déjà connu quelqu'un qui utilisait l'honnêteté brutale comme excuse pour blesser les autres, sans jamais l'appliquer à lui-même, écris en commentaire « Je le vois maintenant ». Ta reconnaissance de ce schéma peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas trop sensibles, elles sont simplement confrontées à une vérité manipulée, une vérité arme. La phrase suivante semble humble, mais c'est en réalité une déclaration de supériorité. Phrase numéro 3. Je ne suis pas comme les autres. Oh, la plupart des gens sont faux, mais moi, je suis vrai. Cette phrase est un signal d'alarme, justement parce que les personnes vraiment authentiques ne le disent pas, elles le montrent à travers leur comportement constant dans le temps. La personne qui ressent le besoin de répéter sans cesse à quel point elle est vraie ou différente est souvent la plus dans la performance. Elle confond le fait de déclarer des valeurs avec celui de les incarner. Et cette déclaration répétée n'est pas un signe de confiance en sa propre authenticité, c'est le signe d'une inquiétude, la peur que tu ne la remarques pas sans qu'elle le dise. Observe ce qui se passe après cette proclamation. Elle va se positionner comme uniquement digne de confiance, uniquement sincère, uniquement authentique, tout en montrant exactement les comportements qu'elle prétend surpasser. Elle va parler des autres en disant qu'ils sont faux, jouer la vulnérabilité pour prouver sa sincérité, soigner son image avec une attention extrême, tout en prétendant ne pas se soucier de l'opinion des autres. L'écart entre sa description d'elle-même et ses actes réels devient alors un gouffre. J'ai observé ce schéma chez une femme qui avait rejoint notre groupe de bénévoles. Dès la première réunion, elle avait déjà dit 3 fois qu'elle n'était pas comme les autres, qu'elle valorisait les vraies connexions et qu'elle en avait fini avec les amitiés superficielles. Tout le monde hochait la tête, cela semblait rafraîchissant. Mais au fil des mois, un motif est apparu. Chaque rencontre tournait autour de son parcours authentique. Chaque conversation finissait par revenir à sa perspective unique. Elle partageait des détails très personnels avec des gens qu'elle venait à peine de rencontrer, puis se vexait s'ils ne répondaient pas avec la même intensité émotionnelle. Elle tenait une sorte de registre, qui était vrai, qui était faux, qui méritait sa confiance. Les gens ont fini par l'éviter, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que sa performance d'authenticité était épuisante. Les personnes réellement authentiques du groupe, celles qui venaient sans se mettre en avant, qui écoutaient sans attente, qui aidaient sans publicité, n'ont jamais proclamé leur authenticité. Elles la vivaient, tout simplement. Sénèque a écrit « Une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. »
Mais il enseignait aussi que le vrai caractère se manifeste discrètement à travers les actions, et non bruyamment à travers les déclarations. Les stoïciens comprenaient que les personnes sûres de leur authenticité n'ont pas besoin de la vanter. Sénèque savait que répéter sans cesse ses vertus trahit souvent le doute qu'elles soient visibles autrement. Quand quelqu'un te dit à plusieurs reprises à quel point il est vrai, différent des autres, Sénèque dirait qu'il essaie de se convaincre lui-même autant que toi. Les personnes authentiques ne jouent pas l'authenticité. Elles vivent simplement de manière authentique, laissant leur constance parler d'elle-même. Celui qui ressent le besoin constant de se distinguer des gens faux est souvent celui qui joue le rôle le plus élaboré. Fais confiance à ceux dont les paroles et les actes sont cohérents dans le temps. Méfie-toi de ceux qui dépensent plus d'énergie à annoncer leur authenticité qu'à la démontrer par un comportement calme et fiable. Mais voici une phrase qui semble bienveillante, tout en étant vide et intéressée. Phrase numéro 4. Tu mérites mieux. Pourquoi certaines personnes te répètent sans cesse que tu mérites mieux, mais ne t'aident jamais réellement à obtenir ce mieux? Parce que te voir coincé les arrange. Tu mérites mieux que ce travail. Tu mérites mieux que la façon dont on te traite. Tu mérites mieux que cette situation. Cela semble valorisant, réconfortant, comme si quelqu'un voyait enfin ta valeur et voulait plus pour toi. Mais observe bien ce qui ne vient jamais après. Aucune aide concrète, aucun soutien pratique, aucun effort réel pour t'aider à atteindre ce mieux qu'ils évoquent. Seulement une validation infinie, qui te maintient dans une situation insatisfaisante, sans mouvement réel vers le changement. Cette phrase a un but précis. Elle positionne la personne comme celle qui te comprend vraiment, qui voit ta valeur, tout en te maintenant dépendant de son approbation. Elle n'a aucun intérêt à ce que tu t'en sortes réellement, cela changerait la dynamique. Tant que tu restes bloqué, frustré, sous-estimé, tu as besoin d'elle pour te rappeler ta valeur. Mais au moment où tu améliores ta situation, tu n'as plus besoin d'elle autant. Alors, la validation continue, mais l'aide n'arrive jamais. J'ai une amie qui a passé 2 ans dans une situation professionnelle difficile. Mal payée, sous-estimée, pourtant très compétente. Une personne de son entourage lui disait au moins une fois par semaine: « Tu mérites mieux que ça ». Elle compatissait sans fin, répétait à quel point l'entreprise ne voyait pas son talent, validait sans cesse sa frustration. Mon amie appréciait ce soutien, jusqu'au jour où elle demanda de l'aide pour mettre à jour son CV. Trop occupée, quand elle parla d'une offre d'emploi et demanda une recommandation. Soudain, il y avait des raisons pour lesquelles ce n'était pas le bon choix. Et lorsqu'elle reçut enfin une invitation à un entretien, cette personne se mit le doute. Et si ce nouveau poste n'était pas vraiment mieux? Et si tu n'étais pas prête? Et si tu le regrettais? 2 ans à entendre « tu mérites mieux ». Mais chaque tentative réelle d'avancer rencontrait une résistance subtile. Finalement, quelqu'un d'autre l'a aidée à préparer ses entretiens. Elle a obtenu une offre. Meilleur salaire, meilleur poste, meilleur environnement. La personne qui lui avait répété pendant 2 ans qu'elle méritait mieux la félicita à peine. En quelques semaines, elles s'éloignèrent. Mon amie comprit alors que cette validation n'avait jamais eu pour but de la voir réussir. Elle reposait sur un besoin de la voir rester en difficulté, pour que la dynamique de dépendance continue. Épictète enseignait: « N'explique pas ta philosophie, incarne-la ». Il avait compris que les personnes qui veulent vraiment aider ne se contentent pas de décrire ce que tu mérites. Elles t'aident à l'atteindre. Quand quelqu'un te répète sans cesse que tu mérites mieux, sans jamais t'aider à y parvenir, Épictète verrait cela aussitôt. Des mots vides, destinés à te rendre dépendant de leur validation, plutôt qu'à soutenir ta croissance réelle. Les stoïciens distinguaient 2 types de sympathie. Celle qui t'élève et celle qui t'emprisonne dans la stagnation. La vraie compassion te pousse à grandir. La fausse compassion a besoin de ta lutte pour que la relation continue d'exister. Le vrai soutien t'aide à grimper. Le faux soutien tient ton échelle tout en te félicitant pour ta hauteur, en s'assurant que tu ne montes jamais vraiment. Apprécie ceux qui t'aident à construire, pas seulement ceux qui valident tes plaintes. Si quelqu'un te répète sans cesse ce que tu mérites, mais ne t'aide jamais à l'obtenir, alors son intérêt est dans ta lutte, pas dans ton succès. Si ces phrases t'aident à voir l'écart entre les paroles et les actes des gens, souviens-toi, c'est la base de la sagesse stoïcienne, le discernement dans les relations. La prochaine phrase est un bouclier parfait contre toute responsabilité. Phrase numéro 5, c'est juste comme ça que je suis. Oh, je ne peux pas changer qui je suis. Remarque à quel moment cette phrase apparaît. Après t'avoir blessé, jamais avant. Ce n'est pas de l'acceptation de soi. C'est un refus d'être responsable. Quand quelqu'un te dit cela, il t'annonce que son comportement n'est pas discutable, et que tu dois accepter la blessure comme une partie de sa personnalité. Il transforme ses mauvais comportements en identité, comme s'ils étaient immuables, essentiels à qui il est.
Et si tu oses remettre en question ses actes, tu sembles rejeter la personne, alors que tu ne fais que lui demander de cesser de te blesser. Observe la sélectivité. Ces mêmes personnes changent constamment quand cela les avantage. Elles adaptent leur ton avec leur patron, mesurent leurs mots devant un client, contrôlent leurs réactions avec ceux qu'elles veulent impressionner. Mais avec toi, soudainement, elles ne peuvent pas changer. C'est juste comme ça que je suis. Ce qu'elles disent en réalité, c'est « Je pourrais changer pour toi, mais je ne le ferai pas. Tu n'en vaux pas la peine. Et je vais déguiser mon refus en authenticité, pour que tu ne puisses pas le contester sans paraître exigeant. » Ma cousine a vécu cela dans son mariage. Son mari avait une habitude de remarques blessantes, de petites cruautés répétées. Quand elle lui en parlait, il répondait « Je suis juste direct. C'est comme ça que ma famille communique. Je ne peux pas changer ma personnalité. » Mais elle remarqua qu'il ne parlait jamais ainsi à son patron, ni à ses parents. Avec eux, il savait faire preuve de gentillesse, de retenue, de respect. Le « je ne peux pas changer » ne s'appliquait qu'à elle. Après des années, elle comprit enfin une chose essentielle. Il pouvait se contrôler. Il ne voulait simplement pas le faire. Pas pour elle. Cette phrase n'était pas une question d'identité, mais une question de priorité. Elle était si bas dans son échelle de priorité, que modifier un comportement blessant n'en valait même pas l'effort. Lorsqu'elle a enfin décidé de partir, soudainement, il pouvait changer. Tout à coup, il était capable de faire tout ce qu'elle lui demandait depuis des années. Mais c'était trop tard. Le message était clair. Il aurait pu changer depuis le début. Il n'avait simplement jamais tenu à elle assez pour essayer. Jusqu'à ce que cela lui coûte la relation. Marc Aurèle passa toute sa vie à travailler sur lui-même. Il écrivait chaque jour sur la nécessité d'examiner ses défauts, d'ajuster ses comportements, et de devenir meilleur que la veille. L'idée qu'un caractère soit figé, immuable, lui aurait paru étrangère. Marc comprenait que je ne peux pas changer signifie presque toujours je ne veux pas changer. Quand quelqu'un te dit que son comportement blessant fait partie de sa nature, Marc l'aurait immédiatement reconnu. C'est un choix déguisé en fatalité. Les stoïciens croyaient que la croissance était le but même de la vie. Refuser de grandir, puis appeler ce refus authenticité. Ce n'est pas de la philosophie stoïcienne. C'est l'ego qui se protège de la responsabilité. Quand quelqu'un te dit « c'est juste comme ça que je suis » après t'avoir blessé, voici ce qu'il dit vraiment. « Je ne veux pas changer, et je fais de ton rôle d'accepter le mal ou de partir. » Ne perds plus ton énergie à essayer de le convaincre de se soucier de toi. Il te montre ses priorités. Crois-le. Et la prochaine phrase révèle l'envie déguisée en célébration. Phrase numéro 6. Je suis heureux, pour toi, alors qu'ils ne le sont clairement pas. Quand quelqu'un te dit « je suis content pour toi », mais que son visage raconte autre chose. Crois le visage. Le langage du corps ne ment pas comme les mots le font. Les phrases sonnent bien. Félicitations. Tellement fier de toi. Je suis vraiment heureux que ça ait marché pour toi. Mais quelque chose cloche. Le sourire ne touche pas les yeux. Le ton est plat. La conversation change presque aussitôt de sujet. Ou pire, revient à leurs propres difficultés. Ils ont dit les bons mots. Mais tout le reste, leur posture, leur énergie, la rapidité du changement de sujet, te dit qu'ils ne sont pas heureux du tout. Ils sont menacés, envieux ou rancuniers. Parce que ton succès leur renvoie ce qu'ils n'ont pas accompli. Ce qui rend cette phrase particulièrement nocive, c'est que tu ne peux pas la remettre en question, sans passer pour paranoïaque ou ingrat. Ils ont dit qu'ils étaient heureux pour toi, n'est-ce pas? Si tu dis que ça ne te semblait pas sincère, tu passes pour quelqu'un qui cherche des compliments ou qui s'imagine des choses. Alors tu acceptes leurs mots, en ignorant ce que ton instinct te crie. Et cet écart entre ce qu'ils disent et ce que tu ressens crée le doute. Peut-être que j'exagère. Peut-être que je suis trop sensible. Mais non. Ton instinct a perçu ce que leurs mots ont essayé de cacher. 2 collègues furent promus la même semaine. L'une d'elles fit une grande annonce publique pendant la réunion d'équipe. Éloges abondants, félicitations parfaites. Mais ceux qui la connaissaient bien remarquèrent quelque chose d'étrange. Elle n'avait jamais mentionné la promotion à sa collègue en privé avant l'annonce, ni envoyé un message personnel. La célébration publique semblait calculée, stratégique. Et dans les semaines suivantes, elle glissa souvent des phrases comme « Tu sais, les promotions ici sont surtout politiques. Ce n'est pas toujours une question de mérite. Le timing compte plus que les compétences. » Jamais dirigé directement contre la collègue promue, mais répété subtilement. La collègue le sentait, sans pouvoir rien prouver. Les mots semblaient bienveillants, mais tout le reste racontait une autre histoire. Marc Aurèle s'exerçait à lire les gens au-delà de leurs paroles.
Il écrivait qu'il faut observer non seulement ce que les gens disent, mais l'énergie derrière leurs mots et les actes qui suivent. Marc savait que la joie sincère pour le succès des autres vient d'un caractère solide et apaisé. Quand quelqu'un ressent de la rancune face à ton succès, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de sa relation avec ses propres échecs perçus. Les stoïciens enseignaient que l'envie révèle l'insécurité. Une personne en paix avec son propre chemin ne se sent jamais diminuée par le progrès des autres. Quand quelqu'un te félicite avec des mots, mais que tout le reste, ton regard, posture, respire la rancune, Marc Aurèle dirait « Fais confiance au message entier, pas seulement aux mots ». Les gens révèlent leur véritable caractère à travers ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le langage du corps, le ton, ce qu'ils font après les félicitations, s'ils en reparlent plus tard, ou agissent comme si cela n'avait jamais existé. Sois attentif à l'écart entre leurs mots et leur énergie. Si leurs félicitations te semblent vides, fais confiance à ton ressenti, plutôt qu'à leurs phrases parfaitement choisies. Si tu apprends à faire confiance à cet écart, entre ce que les gens disent et ce qu'ils émanent vraiment, plutôt que de douter de ton instinct, abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne. Sur l'art de lire ce que les gens ne disent pas. Et la prochaine phrase est une véritable leçon de manipulation. Un chef-d'œuvre de réécriture de la réalité, alors que tu es encore en train de la vivre. Phrase numéro 7. Je ne te ferai jamais ça. Juste après avoir fait exactement ça, j'ai appris à reconnaître cette phrase à mes dépens. Quelqu'un avait violé une limite claire, puis m'a immédiatement dit « Je ne te ferai jamais ça ». Il venait de le faire, mais les mots étaient censés effacer l'action. C'est du gaslighting dans sa forme la plus directe. Aucune subtilité, aucune ambiguïté. Juste une négation frontale de la réalité observable. Tu vois la personne faire la chose. Tu ressens les conséquences. Et elle te dit en face « Je ne ferai jamais ça ». L'audace fait partie du procédé. S'ils peuvent te pousser à douter de ce que tu viens de vivre, ils peuvent ensuite contrôler ta perception de tout le reste. Voici pourquoi cette phrase est si efficace. Elle te force à choisir entre deux choses. Index revers pointant vers la droite blanc, croire ton expérience. Ou index revers pointant vers la droite blanc, préserver la relation. Si tu affirmes qu'ils ont bien fait ce que tu as vu, tu les traites de menteurs. Et cela crée un conflit. La plupart des gens, surtout ceux qui détestent les confrontations, vont adoucir leur position pour garder la paix. Peut-être que j'ai mal compris. Ce n'était pas si grave. Je suis peut-être trop sensible. Celui qui dit « je ne te ferai jamais ça » parie justement là-dessus. Il compte sur ton besoin d'harmonie. Il parie que tu douteras de toi-même avant de douter de lui. J'ai vu cela détruire une amitié. Une amie avait divulgué un secret confié en privé. Quand la personne trahit l'a confrontée, sa réponse n'a pas été une excuse, mais une négation immédiate. « Je ne ferai jamais ça. Tu me connais mieux que ça. » Pourtant, les preuves étaient là. L'information venait bien d'elle. Elle le savait. L'autre aussi. Mais elle a tenu bon, pleine de blessures feintes d'être accusée à tort. L'ami trahi avait alors deux choix. Index revers pointant vers la droite blanc, insister et risquer la rupture dans le conflit. Ou index revers pointant vers la droite blanc, laisser passer et faire comme si de rien n'était. Elle a laissé passer, mais elle ne l'a plus jamais cru. L'amitié a continué en apparence, mais elle était morte en substance. Ce qui l'a détruite, ce n'était pas la trahison, c'était le refus de reconnaître la réalité. La personne qui a dit « je ne ferai jamais ça » a en réalité communiqué quelque chose de bien pire. Je suis prête à te mentir en face, sur des faits que tu as toi-même vus, et je te défie de choisir, entre ta vérité et notre relation. Sénèque écrivait sur l'importance de vivre dans la vérité, même quand elle est inconfortable. Il enseignait que nier la réalité ne la change pas, cela corrompt seulement ta relation avec elle. Quand quelqu'un te fait du mal, puis prétend qu'il ne ferait jamais une telle chose, Sénèque reconnaîtrait cela immédiatement. Une tentative de contrôler ta perception de la réalité elle-même. Les stoïciens comprenaient que les mots qui contredisent les actions visibles sont plus dangereux que les actions elles-mêmes. Une action peut être une erreur, mais nier cette action, alors même qu'on en subit encore les conséquences. C'est un choix, le choix de préserver son image au détriment de la vérité, de l'expérience de l'autre, et de la réalité elle-même. Quand quelqu'un affirme « Je ne ferai jamais ce que tu dis », alors qu'il vient exactement de le faire. N'argumente pas, tu l'as vu, cela suffit. Son refus de la vérité te dit déjà tout sur sa fiabilité. Et la dernière phrase est celle que les gens prononcent, quand ils savent très bien que leur comportement ne mérite pas la confiance. Phrase numéro 8, fais-moi confiance. Sans l'avoir mérité. La première fois que quelqu'un te dit « fais-moi confiance », sans t'en avoir donné les raisons,
tu peux encore lui accorder le bénéfice du doute. La deuxième fois, tu commences à remarquer le schéma. Et la troisième fois, tu réalises que « fais-moi confiance » est souvent la phrase de ceux qui savent que leurs actes ne justifient pas la confiance qu'ils demandent. La vraie confiance ne se réclame pas, elle se construit silencieusement, par une fiabilité constante. Au fil du temps, tu fais confiance à quelqu'un parce qu'il a tenu sa parole, même quand c'était difficile, agi avec intégrité, même sans témoin, montré de la constance, même quand personne ne regardait. Ce genre de confiance n'a pas besoin d'être annoncé. Elle existe d'elle-même, brique après brique, choix après choix. Quand quelqu'un ressent le besoin de dire « fais-moi confiance », c'est qu'il essaie de court-circuiter un processus qui ne peut pas être accéléré. Il te demande d'accorder ce qu'il n'a pas encore gagné. Fais attention au moment où cette phrase apparaît. Presque toujours, c'est quand tu exprimes un doute basé sur ton expérience passée, ou sur une incohérence évidente. Ils ont déjà rompu des promesses, ont été peu fiables, ou ont menti. Alors, quand ils te demandent encore de croire, ta hésitation devient le signe le plus sain que tu écoutes ta lucidité. Et au lieu de reconnaître les raisons de ta méfiance, au lieu d'affronter le comportement répétitif qui a créé ton doute, ils te disent simplement « fais-moi confiance », comme si ces mots seuls pouvaient effacer tout ce que tu as appris sur leur fiabilité, comme si ton doute était le problème, et non le comportement qui l'a provoqué. Mon frère a vécu cela dans un partenariat d'affaires. Son associé présentait sans cesse des projets, qui demandaient son argent ou sa réputation, mais avec peu de détails concrets, et beaucoup de promesses. Chaque fois que mon frère posait des questions, ou demandait à voir des projections, le partenaire se vexait. « Fais-moi confiance, on est partenaire. Si tu ne me fais pas confiance, ça ne marchera pas. » Mais le problème n'était pas la confiance, c'était la prudence. Son hésitation venait de préoccupations précises, sur des détails précis. La réponse de son partenaire transformait ses inquiétudes légitimes en un manque de confiance, comme si vouloir des preuves était une attaque personnelle. Finalement, mon frère a compris une vérité essentielle. Les personnes dignes de confiance ne craignent pas les questions. Elles accueillent l'examen, parce qu'elles n'ont rien à cacher. Ceux qui réagissent à la moindre question, par un « fais-moi confiance », sont souvent ceux dont les plans ne supportent pas la lumière. Son partenaire voulait la foi aveugle, pas un véritable partenariat. Leur collaboration s'est terminée là. Et mon frère a appris que « fais-moi confiance » n'est pas un pont vers la confiance. C'est un avertissement que la confiance est exigée, là où elle n'a pas été construite. Épictète enseignait que la confiance se démontre par les actes au fil du temps, et non par des mots instantanés. Il comprenait que forcer la confiance ne profite qu'à celui qui la réclame. Quand quelqu'un te demande de lui faire confiance, sans avoir prouvé sa fiabilité, Épictète dirait qu'il priorise ses objectifs, au détriment de ta lucidité. Les stoïciens savaient que la confiance est un don, mérité par la constance. Celui qui la réclame sans la mériter n'en comprend pas la nature. Observe, qui demande ta confiance, et qui la construit silencieusement. Cette différence te dira tout, sur la manière dont cette confiance, si tu la donnes, sera honorée ou exploitée. La confiance se bâtit par la fiabilité, jour après jour. Elle ne peut pas être créée par une phrase. Quand quelqu'un te demande une confiance non méritée, tu n'es pas difficile, tu es lucide. Ces 8 phrases ne prouvent pas automatiquement que quelqu'un est inauthentique. Le contexte compte, mais surtout, les schémas répétés. Quelqu'un peut prononcer ces phrases de temps à autre et les penser sincèrement. Ce que tu dois observer, c'est l'écart entre les mots et les actions, avec le temps. Les stoïciens enseignaient le discernement sans le cynisme. Marc Aurèle observait les gens avec attention. Mais il ne partait pas du principe que tout le monde était trompeur. Il avait simplement appris à faire davantage confiance aux actes qu'aux paroles, à la constance plutôt qu'aux promesses. C'est cet équilibre que nous cherchons à atteindre. Tu n'as pas besoin d'interroger chaque personne qui prononce ces phrases. Observe simplement. Quand quelqu'un dit qu'il sera toujours là pour toi, voici les présents quand cela l'incommode. Quand quelqu'un dit « fais-moi confiance », regarde si son comportement mérite réellement la confiance. Quand les mots et les actions sont en accord de manière constante, tu as trouvé quelqu'un qui vaut ton énergie. Quand ce n'est pas le cas, tu as tout de même appris quelque chose de précieux, sans avoir besoin d'affrontement. Si ces 8 phrases t'ont aidé à reconnaître les écarts entre les mots et les actes, abonne-toi pour recevoir davantage de sagesse stoïcienne sur la manière de naviguer dans les relations avec discernement. Et si cela t'a apporté de la clarté sur ce en quoi accorder ta confiance, laisse un like pour que d'autres puissent, eux aussi,
développer cette conscience. Les stoïciens n'étaient pas paranoïaques. Ils étaient observateurs. Apprends à être à la fois confiant et lucide. Observe ce que les gens font. Crois cela plutôt que ce qu'ils disent. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, reste stoïque, reste observateur, reste sage. Merci d'avoir écouté Personne avec les mains jointes. Abonnez-vous pour la suite et continuez à cultiver la sagesse stoïcienne chaque jour. Balance étincelle.